Donc bonjour, résumé du cours sur la cellule photoélectrique. Alors avant de parler de la cellule photoélectrique, il faut d'abord que je parle de l'énergie d'un atome isolé. Alors l'énergie d'un atome isolé, concrètement un gaz, donc est particulière dans le sens où elle est quantifiée. Donc concrètement, ça veut dire que l'atome ne possède pas une infinité de valeurs d'énergie. Concrètement, je prends un autre exemple plus simple. Je prends par exemple le cas d'une personne qui marche, hein, le cas d'une personne se déplaçant, elle marche. Donc quand elle est à l'arrêt, son énergie, il n'y a pas d'énergie cinétique, elle ne se déplace pas, son énergie est nulle. Et ensuite elle marche très doucement, donc son énergie, on va dire que c'est 0,1 joule. Ensuite elle accélère, elle marche un petit peu plus vite, 0,2 joules, 0,3 joules. Bref, il y a autant de valeurs d'énergie que de vitesse possible pour la personne. Hein. Si elle marche à 2,3 km/h, elle a une valeur d'énergie, à 2,4 une autre, 2,42, 43, etc. Donc bref, la personne qui marche a une infinité de valeurs d'énergie possibles. Et c'est ça qui est assez intuitif dans l'énergie. Hein. Les corps, en général, ils ont une valeur d'énergie infinie. Pas pour les atomes. Alors voilà, donc ça, ce que je représentais là, c'est ce qu'on appelle le diagramme énergétique du système que l'on étudie. Donc là, c'est de la personne. Donc à chaque petite barre horizontale correspond une valeur d'énergie. Hein. On appelle ça des niveaux d'énergie. Donc on a une infinité de niveaux d'énergie. Pour un atome, bah, ce n'est pas le cas. Voilà. Pour un atome, il y a des valeurs d'énergie interdites. Hein. Voilà. Un atome ne peut pas avoir cette énergie-là, ne peut pas avoir cette énergie-là. Voilà, donc dans mon exemple, l'atome peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 valeurs d'énergie. Donc voilà, E1, E2, ben jusqu'à E3, E4 et E5. Voilà, hein. Donc on dit que l'énergie d'un atome est quantifiée. L'atome possède une seulement certaines valeurs d'énergie. Alors, maintenant, on va étudier le fonctionnement d'une ampoule à gaz. Il faut que je fasse tout ça avant d'étudier la cellule photoélectrique. Le fonctionnement d'une ampoule à gaz. Donc une ampoule à gaz, c'est une ampoule en verre fermée, hein, hermétiquement fermée, et dedans il y a des atomes de gazeux, et on a deux petites plaques métalliques, hein, on appelle ça des électrodes, et ces plaques métalliques eh bien, engendrent des grandes étincelles, des décharges électriques. Et ces décharges électriques donc frappent les atomes, et les atomes deviennent excités. Alors quand l'énergie d'un atome, quand un atome est excité, eh bien son énergie augmente. Alors supposons que ça c'est l'énergie initiale. L'atome dans l'enceinte reçoit une décharge électrique, donc son énergie va monter ici, mettons. Voilà, ou ici, hein, mais mettons ici. Alors ensuite, l'atome va regagner son état stable, hein, regagner son état initial. Donc son énergie va passer de E3 à E1, par exemple. Et quand il retourne à l'état fondamental, hein, cet état-là, on appelle ça l'état fondamental, eh bien, l'atome émet de la lumière. Hein, donc ça, il faut la mettre. Hein, il émet ce qu'on appelle un photon, qui a une certaine énergie, et l'énergie, c'est l'écart entre les deux états énergétiques hein, considérés. Hein, donc là, ça fera E3 moins E1. Si l'énergie de l'atome, mettons, est E4, et si son nouvel état d'énergie, c'est E3, eh bien, il va émettre un photon d'énergie E4 moins E3. Donc voilà, donc ça, c'est à savoir. Alors, à chaque lumière émise, un photon émis ou lumière émise, on appelle ça des radiations plutôt aussi, hein, à chaque radiation émise, eh bien, correspond une certaine couleur. Et cette couleur est directement liée à l'énergie du photon, hein, donc c'est à cet écart énergétique. Donc, alors c'est donc les photons émis par un atome. Il n'y a pas une infinité de photons émis par un atome. Il y a autant de photons émis que de combinaisons possibles entre les écarts énergétiques. Hein. Alors on peut les compter ici. Alors on va d'abord compter tous les photons émis quand l'énergie finale est E1. Donc on a de E2 à 1, ça fait 1. De là à là, ça fait 2 photons. De là à là, ça fait 3 photons. Maintenant, on va considérer le niveau d'énergie le plus bas ici. Donc, de là à là, ça fait 1, donc ça fait 4, hein, on a dit, puisqu'on avait 3 avant, 4. De là à là, ça fait 5. Et ensuite, l'énergie le plus bas, 6 photons. Donc, dans ce cas-là, l'atome, pour ce diagramme énergétique, l'atome émet 6 photons.
Voilà. Et ça se fait donc au hasard des décharges électriques, hein. Il y a des décharges, l'atome peut recevoir des décharges électriques puissantes, donc il va monter très haut en énergie, et puis l'atome va baisser son énergie en passant de l'énergie E4 à E3, et puis par exemple de E3 à E1 directement. Ça, c'est le hasard. Alors, maintenant, comment voir tous ces photons? Pour voir tous ces photons, il faut ce qu'on appelle décomposer la lumière émise par l'ampoule. Donc j'ai l'ampoule qui émet plein de rayons lumineux. Il y a plein de décharges électriques, donc les atomes émettent plein de rayons lumineux. On met un prisme, donc tous les rayons lumineux qui entrent dans le prisme vont être décomposés. Donc ce rayon lumineux, en fait, il est constitué de 6 photons, de 6 radiations. Voilà. Et le prisme, par réfraction, eh bien, sépare les radiations. Donc on met un écran ici, et sur l'écran, on voit des petites taches, des petits points lumineux, ou des petites, selon le montage, on voit des petits traits lumineux colorés, et ça correspond donc aux radiations émises par l'atome. Donc voilà, on a des petits traits comme ça. Donc la figure que l'on obtient sur l'écran, eh bien, ça porte le nom de spectre de rais d'émission, donc ça il faut savoir, spectre de rais, des rais parce qu'on voit des traits, et émission parce que la lumière est émise. Voilà, donc on a des radiations, des traits qui vont de la couleur violette à rouge. Alors, il faut se rappeler que les radiations violettes ont une longueur d'onde en gros de 400 nanomètres, et les radiations rouge foncé ont une longueur d'onde de 800 nanomètres. Et toutes les autres sont comprises entre les deux. Voilà comment on caractérise les radiations. Voilà, alors il peut y avoir des radiations que l'on ne voit pas, des radiations infrarouges supérieures à 800 nanomètres, ou des radiations ultraviolettes inférieures à 400 nanomètres, des radiations émises. Donc voilà. Alors, maintenant je vais parler des différents matériaux et la conduction électrique dans ces différents matériaux. Alors, d'abord je vais parler de l'énergie des atomes dans un matériau. Alors, l'énergie des atomes dans un matériau est aussi quantifiée, mais pas de la même façon que dans un atome isolé. Dans un matériau, les atomes c'est des solides, donc ils sont en contact les uns avec les autres. Donc, on a un diagramme énergétique différent de celui-ci. Voilà le type de diagramme qu'on a. On a des énergies permises, des énergies interdites, permises. Mais dans les énergies permises, vous voyez, les niveaux d'énergie sont très proches. On dit qu'on a des bandes d'énergie. Voilà, on a des bandes d'énergie. Alors, dans les matériaux, il y a des bandes, alors elles portent des noms, ces bandes d'énergie, c'est des valeurs d'énergie possibles. Elles portent des noms. Alors, il y a ce qu'on appelle la bande de valence. Alors, c'est une bande d'énergie assez basse, bande de valence. Eh bien, donc je lis, c'est plus simple. Donc, je vais te lire depuis le début. Dans un matériau, donc un solide, l'énergie des atomes est quantifiée, mais d'une façon différente d'un gaz. Voilà, c'est ce que je vous ai montré, les bandes d'énergie. Alors, la bande de valence, cette bande d'énergie correspond à l'énergie de l'atome quand ses électrons restent autour du noyau. Donc, c'est-à-dire que quand on ne fait rien de particulier au matériau, eh bien, on a des atomes, il y a des électrons qui tournent autour du noyau. Eh bien, ces atomes ont une certaine énergie. Eh bien, la valeur énergétique correspond à une bande qu'on appelle la bande de valence. Alors, en revanche, dans certains cas, si les atomes gagnent de l'énergie, il y a des conditions. Si les atomes gagnent de l'énergie, eh bien, l'énergie des atomes seront dans une autre bande d'énergie qu'on appelle la bande de conduction, qui est une bande plus haute. Et dans ce cas-là, les électrons peuvent quitter les noyaux et circuler à travers le matériau pour engendrer donc un courant électrique, pour former un courant électrique. C'est ce que j'ai mis ici. La bande de conduction. Donc, cette bande d'énergie correspond à l'énergie de l'atome quand ces électrons peuvent circuler à travers le matériau. Donc là, il faut faire quelque chose, c'est dans certaines conditions. Et la condition, c'est que l'énergie des atomes doit être haute. D'accord ? Donc, si l'énergie des atomes est haute, les électrons peuvent circuler. Si l'énergie des atomes est basse, les électrons restent autour des noyaux et ne peuvent pas circuler. Donc, on va voir maintenant 3 types de matériaux vis-à-vis de l'électricité. Les matériaux isolants,
les matériaux conducteurs et les semi-conducteurs. Donc je commence par les isolants. Alors les isolants, ils sont caractérisés par le fait que la bande de valence a une énergie très basse, hein. Voilà, très très basse. Et la bande de conduction, donc on a dit que c'était haute. Mais vous voyez, l'écart énergétique, on appelle ça le gap, est très élevé. Donc du coup, quoi qu'on fasse, hein, l'énergie des atomes dans un isolant électrique ne pourront pas être égales à l'énergie correspondant à la bande de conduction. Donc, les électrons vont rester à côté des atomes. Donc, l'énergie maximale est ici. Les atomes ne peuvent pas atteindre cette bande-là. Donc, l'énergie maximale est inférieure à l'énergie de la bande de conduction. Donc, les électrons restent autour des noyaux et ne peuvent pas circuler. Alors, les conducteurs, ils ont une caractéristique. Les conducteurs, c'est dû à leur structure, hein, c'est dû à ça, donc ça, il faut l'admettre. Leur bande de valence est très élevée, hein. Elle chevauche même la bande de conduction. Donc, du coup, les électrons qui se trouvent dans la bande de valence, mais aussi dans la bande de conduction, ben, eux peuvent circuler. Et du coup, ils peuvent engendrer un courant électrique. Donc, l'énergie maximale appartient à la bande de conduction. Donc, dans ce cas-là, les électrons peuvent circuler à travers le matériau. Enfin, les semi-conducteurs, hein. Alors, les semi-conducteurs, donc, c'est pas des matériaux qu'on trouve dans la nature, hein. Il faut les traiter, hein. Il faut les fabriquer, ces matériaux. Et une fois qu'ils ont été traités, manipulés, eh bien, ils ont une certaine propriété. Alors, la propriété est la suivante. Si on n'éclaire pas les semi-conducteurs, hein, s'il n'y a pas d'apport de lumière, eh bien, vous voyez, la bande de valence est séparée de la bande de conduction. Donc, du coup, les électrons vont rester autour des noyaux et il n'y aura pas de courant. Et dans ce cas-là, on a affaire à un isolant électrique, hein. Donc, l'énergie maximale est inférieure à la bande de valence, donc on a affaire à un isolant. Alors, cependant, ces matériaux ont une propriété, c'est que quand on les éclaire, hein, avec de la lumière, hein, quand on les éclaire, eh bien, la lumière va apporter de l'énergie aux atomes. Ces atomes donc vont voir leur énergie augmenter. Et comme l'écart énergétique n'est pas trop important, hein, l'énergie des atomes va augmenter et va se retrouver va correspondre à l'énergie de la bande de conduction. Et à ce moment-là, les électrons vont devenir conducteurs, hein. Donc le principe, si vous voulez, ce qui est important dans les semi-conducteurs par rapport aux isolants, c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle le gap, hein. L'écart énergétique est petit, donc du coup, la lumière, en apportant de l'énergie, fait augmenter un petit peu l'énergie des atomes. Donc l'énergie, au lieu d'avoir cette valeur-là, a cette valeur-là, et comme cette énergie correspond à la bande de conduction, les électrons peuvent circuler. Donc je lis, la lumière apporte de l'énergie aux atomes, l'énergie des atomes augmente, elle atteint l'énergie de la bande de conduction car le gap est petit, hein, l'écart énergétique, hein, contrairement à un isolant, hein, qui a un grand gap. Le matériau devient donc conducteur. Alors maintenant, l'étude, c'est le dernier paragraphe, l'étude expérimentale d'une cellule photoélectrique, hein, on veut l'étudier expérimentalement. Donc d'abord, il faut faire un montage électrique. Alors le montage électrique est le suivant. Donc le schéma d'une cellule photoélectrique, c'est comme ça. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que ça, c'est le schéma d'une pile. Voilà. Les cellules photoélectriques, on appelle ça aussi des photopiles. Donc ce sont des piles qui fonctionnent avec la lumière, hein. Donc là, on a le schéma d'une pile, et là, on a deux petits rayons lumineux, hein, qui éclairent la pile, et la pile peut fournir du courant, hein. Voilà. Donc ça, c'est le schéma d'une photopile. Alors, on fait un circuit donc avec une résistance variable. Alors, on met une résistance variable pour que la pile puisse débiter un certain courant, hein, il nous faut un circuit fermé, donc une certaine intensité. Voilà, donc on mesure l'intensité fournie par la pile, hein, en mettant une certaine résistance. Voilà, donc on mesure I et on mesure la tension aux bornes du voltmètre, hein. Donc ça, voilà, il faut savoir que l'ampèremètre se branche en série, hein, dans le circuit, et le voltmètre se branche en dérivation, hein, aux bornes de la photopile. Ça, vous devez le savoir. Alors, on met plusieurs résistances, donc du coup, on va voir plusieurs courants et plusieurs tensions. Donc, on relève à chaque fois le couple intensité-tension, et ensuite, on trace
le graphe qui s'appelle caractéristique de la photopile, et on a un graphe comme ça. Au début, c'est horizontal, et puis ça s'écroule, ça s'effondre. Voilà le graphe. Ce graphe s'appelle caractéristique de la cellule photoélectrique. Alors, ce qu'on veut maintenant connaître, c'est ce qu'on souhaite, c'est que cette cellule photoélectrique fournisse une puissance électrique maximale. Voilà, comme ça, voilà, qu'elle fonctionne d'une façon maximale. Donc, on va chercher la puissance électrique maximale fournie par la cellule photoélectrique. C'est ce qu'on cherche maintenant, la puissance maximale. Donc, la puissance électrique, elle a pris une formule, il y a une seule formule à savoir, donc cette formule, il faut la savoir, c'est la du dipôle fois l'intensité correspondant au dipôle, l'intensité que la cellule délivre. Donc, la tension de la cellule fois l'intensité que la cellule délivre. Donc, du coup, on calcule la puissance électrique pour tous les points expérimentaux en faisant U fois I à chaque fois. On fait U fois U. Donc, on a un nouveau tableau qui donne la puissance. On trace, donc sur ce graphe-là, ou pas forcément, mais c'est peut-être plus simple de tracer donc on a un nouvel axe ici, on met l'axe des puissances, et on trace le graphe de la puissance en fonction de la tension, par exemple, et on voit qu'on obtient un maximum ici. Donc du coup, avec ce maximum, on peut connaître l'intensité et la tension de la cellule de telle sorte qu'elle fournisse une puissance maximale. Donc elle fournit une puissance maximale pour cette tension-là, que je vais noter U1, et pour cette intensité I1. Donc quand la cellule fournit l'intensité I1 et une tension U1, eh bien on est sûr que là, dans ce cas-là, la puissance électrique sera maximale. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. La cellule délivre une puissance maximale si l'intensité dans le circuit vaut I1 et si la tension borne de la cellule vaut U1. Donc du coup, on peut se poser la question suivante. Quelle résistance? Alors voilà, on a une cellule photoélectrique ici. On a une cellule photoélectrique. Quelle résistance doit-on mettre de telle sorte que la puissance électrique fournie par la cellule à la résistance soit maximale? Voilà. Voilà la question. Donc, quelle résistance doit mettre? Alors, le lien, alors il faut connaître le lien entre l'intensité du courant qui traverse une résistance et sa tension. Ce lien est écrit ici. On appelle ça la loi d'Ohm, U égale RI. Voilà. Et donc, du coup, R égale U sur I. Donc, si on veut que la résistance reçoive une puissance maximale de la cellule électrique, eh bien, il faut que la tension de la cellule soit U1 et l'intensité, ça je vais l'écrire ici, voilà, il faut que la tension soit U1 et que l'intensité fournie par la cellule soit I1. Autrement dit, eh bien, l'intensité qui doit traverser la résistance doit être I1, l'intensité du courant, et la tension aux bornes de la résistance doit être U1. La tension aux bornes de la cellule et la tension aux bornes de la résistance, comme on a un circuit qui est constitué de deux dipôles, c'est la même. La tension aux bornes de la résistance ici, UR, c'est égal à U1. Voilà, donc du coup, eh bien, pour trouver la résistance, il faut faire ce calcul-là, U1 divisé par I1, ce U1 qu'on a trouvé ici et ce I1 qu'on a trouvé ici, on fait la division et on trouve la valeur de R. On choisit, alors mettons qu'on trouve, je ne sais pas, je dis au hasard, mettons qu'on trouve 230 ohms, voilà, donc on choisit une résistance de 230 ohms, et à ce moment-là, on est sûr là que la photopile fournit une puissance électrique maximale. Alors, dernière petite remarque, alors ça j'ai oublié de l'écrire, j'aurais dû le mettre ici, j'aurais dû faire une fiche de plus, mais tant pis, je vais l'écrire ici. Dernière petite remarque. Donc, cette caractéristique-là, on l'a faite avec un certain éclairement, c'est-à-dire qu'on met une lampe ici, il y a une lampe, voilà, tac, voilà, qui éclaire, voilà, je dessine la lampe là, voilà, qui envoie des rayons lumineux, voilà. Donc, du coup, avec cet éclairement-là, j'obtiens ces valeurs expérimentales. D'accord. Et après, si je prends une lampe plus puissante, alors donc du coup, j'obtiens, donc avec cette lampe-là, on va dire qu'on obtient une caractéristique comme ça. Voilà, I, U. Alors après, si je prends une lampe plus puissante, je vais éclairer beaucoup plus. Donc en éclairant beaucoup plus,
je vais donner plus d'énergie aux atomes. Donc il va y avoir plus d'électrons qui vont pouvoir circuler. Donc on va avoir une intensité plus forte. Donc là, la caractéristique ne va pas être la même, la caractéristique va changer. Donc on va avoir une caractéristique qui va être comme ça, mettons. Voilà, qui va être plus haute, ici. D'accord. On va avoir une intensité plus forte. Voilà, donc l'allure de la caractéristique dépend de l'éclairement. Si on a un éclairement qui est puissant, eh bien on va avoir une haute caractéristique. C'est ça que j'avais oublié de dire. Voilà, et bien ce résumé est fini.